Et puis, l'Ukraine et les États-Unis ont signé un nouvel accord. Donc enfin, ils ont signé cet accord. Maintenant, peu importe ce qu'il contient, mettons ça de côté. Je suis curieux d'avoir votre avis sur ce qu'ils ont accompli ici. Est-ce que cela signifie que les États-Unis vont désormais continuer à soutenir l'Ukraine pour qu'elle poursuive le combat? Ou bien cela signifie-t-il que l'Ukraine est désormais plus flexible, prête, peut-être, à abandonner certaines de ses exigences et à commencer à négocier sérieusement avec la Russie? Que signifie cet accord? Je ne vois absolument aucun signe que l'Ukraine soit prête à abandonner, à réduire sa position ou à montrer la moindre volonté de négocier avec la Russie. En fait, ils ont même adopté une loi qui leur interdit de le faire, et ils ne montrent aucune volonté en ce sens. Ils n'envisagent même pas la possibilité de mettre cette loi de côté. Donc, je ne vois aucun signe que l'Ukraine soit prête à se retirer de sa position ou à entamer des négociations directes avec la Russie. Les Russes l'ont proposé à de très nombreuses reprises. Maintenant, la façon dont tout cela a commencé, c'est que Zelensky a d'abord proposé cette idée à Trump en août ou septembre afin d'obtenir la poursuite de l'aide occidentale américaine. Il voulait que les Américains, en échange de la concession par les Ukrainiens de droits sur des ressources stratégiques aux États-Unis, offrent à l'Ukraine une garantie de sécurité. En d'autres termes, qu'ils concluent une alliance avec l'Ukraine. Les Américains ont catégoriquement refusé, et cet accord ne contient aucune disposition de ce type. Je l'ai lu d'ailleurs. Mais en contrepartie, les Américains ont considérablement atténué certaines de leurs exigences qu'ils formulaient auparavant à l'égard de l'Ukraine. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé un véhicule d'investissement pour développer ces ressources en Ukraine. Mais bien sûr, tout cela n'est qu'un chiffon de papier, car l'Ukraine ne peut fonctionner que s'il y a la paix en Ukraine, ce dont il n'y a absolument aucun signe. Donc, d'un côté, les Américains disent que cela montre aux Russes que nous avons des intérêts en jeu, que nous sommes présents, que nous sommes impliqués. Mais cela signifie-t-il que les États-Unis vont continuer à fournir des armes à l'Ukraine en ce moment? C'est totalement incertain. Les États-Unis continuent actuellement de fournir des armes à l'Ukraine, mais les autorisations existantes semblent expirer dans environ 6 mois. À ce moment-là, Trump sera-t-il prêt à retourner devant le Congrès pour demander de nouveaux financements ou à exercer son propre pouvoir de prélèvement? Je doute même qu'il le sache lui-même à l'heure actuelle. Il ne semble pas très enthousiaste à cette idée. Mais cela pourrait peut-être y mener. Je pense d'ailleurs que c'est un très mauvais accord, à la fois pour les Américains et pour les Ukrainiens, comme le sont toujours les accords inapplicables. Quel est l'intérêt de conclure cet accord? Je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche vraiment? Je ne comprends pas pourquoi Trump tient tant à obtenir cet accord et pourquoi Zelensky pense que c'est une bonne idée, céder ses droits miniers, ceci et cela, pendant longtemps, et tout donner à l'Amérique sans aucune garantie en retour. Je ne comprends pas vraiment. Quel est l'intérêt? Exactement. Je pense que vous avez mis le doigt dessus, car aucune des deux parties n'a obtenu ce qu'elle voulait. Les Ukrainiens n'ont pas obtenu leur garantie de sécurité. Les Américains n'ont pas pu mener leur opération éclair pour s'emparer des ressources ukrainiennes. Donc, aucun des deux camps n'apprécie vraiment l'accord qu'ils ont conclu. Mais s'il n'y avait eu aucun accord, cela aurait signifié que toute la relation entre les États-Unis et l'Ukraine s'était complètement effondrée, étant donné tout ce qui a été dit à ce sujet. Et je pense qu'aucun des deux, ni les Américains, ni les Ukrainiens, n'étaient prêts à accepter cela. C'est donc pour cette raison qu'ils ont bricolé quelque chose, ce que nous avons aujourd'hui. Mais utiliser cela comme un moyen de montrer
montrer au monde qu'ils sont tous bons amis. Qu'ils sont toujours de bons amis. Exactement, qu'ils sont toujours de bons amis. Mais comme je l'ai dit, cela ne répond pas aux objectifs fondamentaux d'aucun des deux camps. Je veux dire, c'est inutile. Au final, il s'agit simplement de sauver la face. Mais c'est comme ça. Eh bien, Zelensky menace ouvertement d'une attaque terroriste à l'occasion de ce jour de la victoire. Pensez-vous qu'il soit sérieux ou a-t-il été enhardi par quelque chose? Eh bien, qui sait? Je veux dire, je dirais quelque chose à propos de Zelensky. Il profère beaucoup de menaces à différents moments. Il est difficile d'ignorer cela, parce qu'il lui est parfois arrivé de mettre ces menaces à exécution. Mais il en fait constamment. Je pense, en dehors du petit cercle de personnes comme moi qui passent des heures chaque jour à suivre cette guerre, il est difficile de transmettre à quel point Zelensky est un individu extraordinaire, ou à quel point il est devenu sans retenue. Je veux dire, comme vous le savez probablement, il y a environ une semaine, un général russe a été tué par une bombe en Russie. Et Zelensky, par la suite, a eu une réunion avec ses chefs du renseignement, au cours de laquelle ils ont admis assez ouvertement qu'ils en étaient responsables. Et ils s'en vantaient d'une manière que, franchement, j'ai trouvé laide. Mais, vous savez, il fait ça. J'ai bien peur qu'on ne puisse pas supposer qu'il ne le fera pas. C'est le genre d'individu qui profère des menaces et parfois il met ses menaces à exécution. Je pense que ce serait un acte de folie de faire cela. Dans le sens où, regardez qui sera présent. Je veux dire, Xi Jinping sera là, Lula sera là, toutes ces personnes seront là. Une attaque terroriste contre ce défilé à ce moment-là, tout ce que cela ferait, c'est retourner tous ces pays complètement contre l'Ukraine. D'autre part, je suis sûr que les Russes prendront toutes les précautions de sécurité imaginables pour l'empêcher. Mais j'ai bien peur que Zelensky soit désormais suffisamment en colère et suffisamment fou et se sente suffisamment en position de force parce que quoi qu'il fasse, aussi peu attrayant que soit son comportement, il sait que les Européens, en particulier, seront là pour lui. Je veux dire, regardez, il se présente aux funérailles du pape en tenue de combat. Qui fait ça? Je veux dire, il ne porte même pas de costume ou de cravate pour aller à des funérailles. Mais de toute façon, plus personne ne commente cela aujourd'hui. Donc il n'est pas impossible qu'il tente quelque chose. Les Russes vont prendre cela extrêmement au sérieux maintenant, et je ne pense pas que cela réussira, car je pense que la sécurité sera tellement renforcée qu'il ne sera pas possible que cela réussisse, du moins pas à Moscou. Mais il y a une réelle possibilité que les Ukrainiens essayent autre chose ailleurs, des attaques de drones sur d'autres villes, ou qui sait quoi. Je veux dire, je sais qu'il menace probablement, sans réelle intention de le faire, mais il reste quand même très inquiet. Comme tu l'as dit, qui sera présent? Il y a beaucoup de dirigeants qui vont être là, et Dieu seul sait ce qui pourrait arriver. Je ne sais pas. On pourrait potentiellement parler d'une guerre mondiale. Je ne sais pas. Eh bien, il espère probablement que cela dissuadera les dirigeants de venir. Je veux dire, c'est peut-être l'un des calculs derrière tout cela. Cela dit, ce n'est pas ce qui s'est passé d'ailleurs. Et Modi ne vient pas parce qu'il doit gérer cette crise avec le Pakistan, mais personne d'autre ne s'est retiré. Voilà, c'est Zelensky. Et à mon avis, cela montre que ce dirigeant en particulier n'est pas apte à diriger un grand pays. Pour moi, c'est évident. Ça l'était depuis longtemps. Il y a eu un moment où il parlait de le remplacer, non? Trump voulait une élection, et Poutine voulait aussi que l'Ukraine organise une élection, mais on n'en parle plus beaucoup maintenant, donc il est en sécurité pour l'instant. Que s'est-il passé là-bas?
Oui, j'en ai beaucoup parlé lorsque le sujet a été abordé pour la première fois. Et j'ai dit que selon moi, à ce stade, il serait très difficile de retirer Zelensky du pouvoir. Je veux dire, son point le plus faible était au printemps de l'année dernière. Depuis, il a mené une purge efficace du système politique en Ukraine. Son principal opposant politique, Porochenko, est sanctionné et risque une peine de 15 ans de prison. D'autres dirigeants politiques ont également été écartés. Il est très difficile d'imaginer qu'il puisse organiser une contestation politique. Et au-delà de cela, Zelensky bénéficie du soutien des services de sécurité ukrainiens et de diverses milices. Et bien sûr, il a aussi l'appui des Européens. Donc je pense qu'il serait aujourd'hui extrêmement difficile de l'évincer, de le faire sortir du pouvoir. La seule façon dont cela pourrait arriver, ce serait si l'armée russe arrivait en Ukraine et en gros le chassait, ce qui changerait la donne. Mais pour l'instant, il est très difficile de voir comment il pourrait perdre le contrôle. C'est peut-être pour cela que Jane voudra que la guerre contre l'Ukraine ne se termine pas de cette eau. Vance a toujours été la personne la plus réaliste à propos de ce conflit en Occident. La négociation avec l'Iran. Donc Trump menace maintenant de sanctions les pays qui achètent du pétrole à l'Iran. Pourtant, les négociations sont toujours en cours. Lorsqu'il dit cela, est-ce que cela signifie que la négociation a déjà échoué sans que personne ne l'admette, mais qu'elle a déjà échoué? C'est bien ça? C'est une excellente question. Je ne sais pas, car toutes les informations jusqu'à il y a quelques jours, et cette fois-ci, pas seulement de la part des Américains, mais aussi des Iraniens, indiquaient que tout se passait bien. Et soudain, Trump publie ce message stupéfiant sur Truth Social. Cela pourrait concerner l'Iran, mais je vais vous dire ce que je pense vraiment. Je pense que fondamentalement, il s'agit de la Chine. Rappelez-vous ce que je dis toujours. Tout, absolument tout, finit par se ramener à la Chine. C'est l'obsession de la classe politique américaine. Et la Chine est le plus grand acheteur de pétrole iranien. Les droits de douane n'ont pas poussé les Chinois à reculer et à s'incliner devant Trump. Alors maintenant, ils pensent pouvoir les effrayer en les menaçant de sanctions secondaires qu'il va imposer sur le pétrole iranien. Franchement, c'est puéril. Mais je veux dire, c'est le genre de comportement que les États-Unis adoptent de plus en plus et qu'ils avaient déjà avant que Trump ne devienne président. Donc ils veulent utiliser l'Iran comme prétexte pour punir la Chine, n'est-ce pas? Parce qu'ils savent que la Chine... D'accord. Mais cela ne nous indique-t-il pas aussi que la négociation ne se passe pas très bien? Parce que si ça se passait bien, ils ne pourraient pas utiliser ce prétexte, non? On ne peut pas sanctionner l'Iran si on obtient un résultat. Tout à fait. Je veux dire, c'est aussi sans aucun doute une façon de faire pression sur l'Iran. Mais les Iraniens ne vont pas non plus céder à cette pression. Ils ne l'ont pas fait auparavant. Il n'y a aucune raison de penser qu'ils le feront maintenant. En fait, l'une des règles d'or dans les négociations avec l'Iran, c'est que plus on met de pression sur l'Iran, plus la position iranienne se durcit. Donc c'est complètement contre-productif. Trump a déjà essayé sa campagne de pression maximale sur l'Iran à une époque où l'Iran était bien plus isolé qu'aujourd'hui. À cette époque, l'Iran entretenait de très mauvaises relations avec l'Arabie saoudite et il n'était bien sûr pas encore membre des BRICS. Je veux dire, si cela n'a pas fonctionné à l'époque, il y a encore moins de chances que cela fonctionne aujourd'hui. Alors, pourquoi essayer?